procédures suivre le cas échéant? Dans le Saré se penche sur la situation. Ce soir donc, qui désormais a le vent en poupe, il faut le dire. Oui, on va le dire comme ça. Et on a la petite très chère qui est là avec des cas pratiques. Bonsoir. Bonsoir mes très chers. Bonsoir très chers. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Dans le Saré. Alors Marie-Léonie, qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors ce soir, on a la petite Valéria qui est violée et sodomisée à l'âge de 11 ans par le voisin. Les panélistes, commençons par Blanche, Tata Blanche qui est avec nous ce soir. Bonsoir, de l'association La Colombe, association de lutte contre les abus sexuels sur mineurs. Bonsoir très cher et bonsoir à tous les téléspectateurs de Dans le Saré. C'est toujours un plaisir d'être là lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du problème des enfants qui sont victimes de ces violences. En tout cas, bienvenue Blanche. Merci. On va s'appuyer beaucoup ou presque essentiellement sur l'affaire de Konsamba. Est-ce que vous avez été particulièrement touchée par cette affaire? Comment ne pas, Clarence? Des petits-enfants qui décèdent de suite de sodomie, c'est tout à fait normal. J'étais à la maison, j'ai écouté ça, mais j'ai coulé des larmes. C'est un cas, ce sont des cas de trop. Le cas récemment, comme vous avez dit tantôt, ce monsieur, un homme d'affaires qui apparemment a réussi, qui était gentil et jovial dans le voisinage, connu comme tel, sauf que ce côté pervers de lui n'était pas connu et on le découvre après coup. Bon, juste rappeler que le procès n'a pas encore commencé, donc pour le moment il est présumé violent, donc il faut qu'on le dise, c'est absolument clair. Ma très chère. Alors bonsoir Michel Camneau. Merci. Vous en tant que psychologue, qu'est-ce que la pédophilie déjà? Vous nous expliquez, qu'est-ce qu'un pédophile? Un pédophile, c'est quelqu'un qui est attiré par des violences sexuelles sur mineurs. Donc, des enfants à bas âge. Généralement, on situe ces enfants un peu en dessous de 10 ans. Voilà, donc il y a des gens qui sont attirés comme ça pour avoir des actes sexuels sur ces enfants pour diverses raisons que nous allons évoquer tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça. Vous dites l'âge se situe en dessous de 10 ans. Oui. Est-ce que maintenant, on parle de 0 à 10 ans Oui, ou... de 0 à 10 ans, oui. Puisque on connaît des cas, des enfants de 6 mois qui ont été abusés par des hommes, parfois des parents proches, même les propres parents même de l'enfant, il y a des cas également, des oncles, des cousins, tout ça, des grands frères. Donc c'est des cas qui sont connus. Parfois, c'est des voisins. Donc des gens qui fréquentent dans la maison, qu'on ne soupçonne de rien. Du coup, un jour, on apprend qu'ils ont commis des actes de violence sexuelle sur les enfants. Alors, Blanche, avant peut-être de revenir sur Michel, il y a des cas d'abus sexuels sur mineurs. C'est vrai, c'est de plus en plus relayé sur les réseaux sociaux et tout. Comment expliquer cette recrudescence du mal, je vais le dire, comme ça? Je pense qu'en fait, il y a un problème de dépravation des mœurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la société est en train d'accepter ce qu'il ne faut même pas accepter. Lorsqu'on passe le temps à dénoncer des cas, ce sont parfois des parents eux-mêmes qui sont indifférents face au problème. Parce que vous imaginez, si dans une famille, un enfant est victime de violence et que ce soit le parent lui-même qui décide de taire le problème. Ça veut dire que le parent, il devient d'une façon consciente ou inconsciente complice de ce que l'enfant a vécu. Ça devient déjà un problème parce qu'il accepte, il trouve que c'est normal. Alors si c'est normal, le bourreau va le reproduire auprès d'autres enfants et c'est comme ça que ça va s'étendre. Le silence coupable et complice? Bien sûr. On en parle encore aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a quand même cette sensibilisation qui se passe depuis plusieurs années. Blanche, vous-même, vous êtes sur le terrain depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Vous avez l'impression que votre travail n'est pas compris ou alors que le message rentre dans les oreilles de sourds? Auprès des parents, en fait, je pense que le travail n'est pas compris, Clarence. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous voulons organiser des activités dans une entreprise où on sait qu'on va toucher directement des parents, ce sont parfois des femmes elles-mêmes qui nous disent non, il ne faut pas aborder le sujet de peur de heurter la sensibilité d'un certain nombre de personnes. Parfois, on dit, ok, envoyez le thème avant, on va voir s'il y a des mots. C'est-à-dire qu'il faut caresser, en fait, le problème au sens du poil. Mais c'est un problème. C'est un problème. Mais avec les enfants, la sensibilisation passe plus.
Mais sauf que, bon, à la Colombe, elle seule ne peut pas sensibiliser tous les enfants du Cameroun. Mais à notre niveau, vraiment, nous apportons ce que nous pouvons auprès de ces enfants-là pour pouvoir les protéger. Alors, et dans les écoles, parce qu'il y a les entreprises, mais il y a la sensibilisation que vous faites dans les écoles, il y a l'événement que vous organisez tous les ans au mois de juin. Mais finalement, ça vous épuise de faire ce travail que personne, entre guillemets, ne comprend? C'est très épuisant du moment où le parent lui-même ne comprend pas l'importance de ce travail. Vraiment, c'est très épuisant, Clarence. Parce que vous imaginez, lorsque vous avez des activités avec les enfants et que vous invitez les parents ne viennent pas. C'est comme s'ils ne se sentent pas concernés. Et généralement, on se dit, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas m'arriver. Mais il faut qu'on sache que violer un enfant, ça peut arriver à tout le monde et n'importe où. La preuve, ce que nous vivons ces derniers temps. Des gens qu'on ne peut même pas soupçonner, qu'on ne peut même pas imaginer. On se dit, ah non, c'est son oncle, non, c'est ceci. Mais et quand ça arrive, et c'est là où on dit, tiens, donc ça peut aussi m'arriver. Est-ce que vous avez comme l'impression, Blanche, que le fait pour certains parents de ne pas en parler, c'est certainement parce qu'ils se disent qu'il vaut mieux ne pas dessiner le diable, comme qui dirait, sur le mur? Mais il y a beaucoup de parents qui me l'ont dit malheureusement. Il y a beaucoup de parents qui me l'ont dit, non, on ne dessine pas le diable sur le mur. Alors je dis, mais pour mieux traiter un sujet, il vaut mieux ne pas l'ignorer. Il faut savoir que ça existe et se dire, ok, le jour où ça va arriver, je saurai ce que je dois faire. Mais quand on ignore complètement un problème, on se dit, ah, ça ne peut pas m'arriver. À ce moment-là, on ne prend pas des précautions, des dispositions pour pouvoir mieux protéger nos enfants. Alors, oui, Michel, on va parler de ces profils types qui n'existent pas en réalité des pédophiles. Mais la pédophilie est considérée comme une pathologie. Oui. Ce sont des gens qui sont malades. Oui. Où est-ce qu'on doit les garder ou alors où est-ce qu'on doit les contenir? Avant d'y arriver, permettez que je dise un mot sur ce que Blanche disait tout à l'heure. Moi, je ne pense pas que ces parents se disent que c'est normal. Les parents sont en réalité dépassés par un phénomène. Non seulement ils sont dépassés, mais c'est un sujet qui les paraît un peu tabou. Et beaucoup de parents jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas encore la nécessité de s'asseoir pour parler sexualité avec les enfants. Donc ce sujet reste tabou. Donc dans une situation où il y a un sujet tabou comme celui-là, évidemment les gens vont subir après coup. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Quand on leur donne l'occasion, ils ne viennent pas. N'est-ce pas paradoxal finalement? Parce que le sujet, parler de sexe est tabou, comme vous le dites, le sujet est tabou. Mais les enfants apprennent à parler de sexe à la télévision. Oui. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, mais lorsque les enfants apprennent ça à la télévision, regardez dans la plupart des cas, les parents ne sont pas là. Les parents regardent ça même de la chambre. Dans certains cas, les parents interdisent même aux enfants de suivre ce genre d'émission. Donc c'est justement là où se trouve ce paradoxe. C'est-à-dire, on est dans une société où certains sujets restent tabous pendant que le rythme de vie de la société s'accélère. Donc du coup, ils sont un peu décalés. Il y a un déphasage. Alors, ces pédophiles, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale, entre guillemets. Comment les contenir? On doit les laisser où? On doit les soigner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les soigner. Avant d'y arriver même, il faut peut-être entrer dans quelques causes où on peut appeler les raisons qui amènent même certaines personnes. La plupart du temps, c'est des psychopathes, c'est des gens qui sont malades, qui ont traîné un certain nombre de fantasmes depuis longtemps. Le subconscient a enregistré ces fantasmes et le conscient a servi de verrou jusque-là. Sauf que quand ils sont sous l'effet de la drogue, quand ils sont dans certaines situations, ce verrou de la conscience n'existe plus par l'effet de la drogue et du coup, leurs fantasmes remontent en surface et ils passent à l'acte. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Et comment naissent ces impulsions, je ne sais pas moi, ces fantasmes dont vous parlez, comment ça vient d'où? Effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de fantasmes qui naissent, qui vont naître de la télévision, des romans, porno, il y a beaucoup de facteurs. Et même de ce qu'on entend. Quand un jeune entend comme ça que telle personne a violé tel autre enfant, parfois impunément, parce que ça s'est dit en coulisses, personne n'a osé dénoncer. Du coup, il se dit que lui aussi, il peut le faire. Et un jour, tout ça, ça nourrit en lui des fantasmes. Autre chose également, ces fantasmes naissent de ce que certains
de ces violeurs ont été eux-mêmes victimes par le passé du viol à bas âge. Et ils ont gardé ça en eux, puisque c'est un sujet tabou sur lequel ils ne pouvaient pas s'étendre. Ils ont gardé ça en eux, mais ça a nourri le fantasme, mais ça a créé un état de psychose interne en eux. Ils ont comprimé ça pendant longtemps. Et un jour, quand elle est sous l'effet de la drogue, bien quand elle est dans un état où il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien qui peut l'arrêter, qu'est-ce qu'il fait? Son fantasme repasse en surface et le mal vient. Alors, la pédophilie est perçue par des psychologues, j'espère que je ne me trompe pas, comme un trouble sexuel et un trouble de l'identité ou de la personnalité. Et alors, tel que l'était aussi il y a quelques années l'homosexualité. Alors, maintenant, ma question est, s'achemine-t-on vers une acceptation également de la pédophilie, puisqu'il y a certains États d'ailleurs qui ont légalisé l'homosexualité. Alors, est-ce qu'on s'achemine également, à un moment donné, on va nous dire que c'est juste comme c'était malade, on accepte parce qu'on a violé un enfant de 6 mois? Je crois que ça prendrait un peu du temps. Ça prendrait un peu du temps parce que sur le plan même international, beaucoup de conscients ne sont pas encore préparés à accepter ce phénomène. La plupart du temps, on le vit comme un drame et chaque société, chaque communauté, chaque pays essaie d'apporter ce qu'on va appeler ses réponses. Dans les sociétés occidentales, on va punir un peu plus. Ici chez nous, comme c'est même pas, beaucoup de cas ne sont pas dénoncés. On parlait Blanc évoquait ça tout à l'heure. En 2016, par exemple, on a évoqué près de 475 cas de violence sur mineurs au Cameroun. Mais ça, c'est les cas qui ont été signalés. La plupart des cas, ça ne représente même pas le tiers. La plupart des cas, c'est gardé en famille et tout et tout. Donc, moi, je ne pense pas qu'on va finir par, de sitôt, par accepter ce phénomène parce que ça viole la conscience, en fait. Ça viole la conscience. Que vous voyez, surtout pour ceux qui ont des enfants. Quand vous avez un enfant à bas âge, un mineur, vous êtes censé le protéger en tant que son parent. Et pendant que vous le protégez, vous vous rendez compte qu'un voisin, un cousin ou quelqu'un d'autre viole cet enfant, viole l'intimité de cet enfant que vous voulez protéger. Donc ça fait mal. Les consciences ne sont pas encore véritablement prêtes pour accepter. Marie-Léonie, Valérie a été violée et victime de sodomie à l'âge de 11 ans, nous dites-vous. Oui, justement, la maman de Valérie constate un beau matin qu'elle a du sang sur son pagne parce que toute la nuit, elle lui a attaché un pagne pour dormir. Elle a 11 ans, Valérie. Donc le matin, sa maman se rend compte que sur son pagne, il y a des taches de sang. Inquiète, elle alerte la voisine, elle appelle la voisine et elle lui demande un peu son avis. La voisine lui dit, moi je ne peux pas assez te renseigner, mais je te conseille d'aller à l'hôpital, dans un centre le plus proche. Ce qu'elle fait, on lui fait des examens. La maman demande à ce qu'on lui fasse tous les examens liés à la sexualité. On lui fait même le test du VIH qui sort négatif. Mais le médecin lui dit après, madame, votre fille est victime de viol et de sodomie. Quand on insiste, après avoir menacé, elle finit par dire que c'est le voisin qui chaque jour lui fait des rapports sexuels et après quoi il lui donne la somme de 2000 francs. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à parler. Donc après lui avoir donné la somme de 2000 francs, il lui disait je te donne l'argent chaque fois mais ne va pas dire que je te fais ci et je te fais ça. Donc son silence a coûté 2000 francs, voilà. C'est une mineure, justement. Donc elle est subordonnée à ce monsieur. Oui. Il faut que ce soit précisé. Daniel abusé sexuellement par son oncle. Oui, le cas de Daniel, elle, c'est pendant 4 ans qu'elle est abusée sexuellement par son oncle. Ça commence quand elle a 9 ans. Son oncle, chaque jour, abusait sexuellement d'elle, lui faisait des attouchements, lui disait tu es celle qui me plaît, tu es celle que j'aime, tu es ma préférée. Elle a trouvé ça bizarre et à 3 reprises, elle a dit à sa maman lui a intimé l'ordre de se taire et de ne plus répéter cette histoire parce qu'elle n'en croyait justement pas. À l'âge de 13 ans, un beau matin, elle tombe malade, sa maman décide donc de l'amener à l'hôpital. Le médecin lui confirme, lui l'informe que sa fille subit des sévices sexuels, elle est violée et de ce quoi elle est enceinte. La maman demande donc au médecin de faire un avortement. Daniel décide donc de disparaître et entre 13 ans et 22 ans, elle est enfant de la rue. Et son oncle, par chance, si je vais dire ça comme ça, lui s'en sort sans souci et vit maintenant à l'étranger.
dans notre société. Et on va prendre ce dernier cas, il abuse de la fille de sa compagne et fait des images en plus. Oui, lui, c'est un homme qui était à la base avec une dame. Il commet un acte pédophile chez lui. La dame s'en rend compte, elle le chasse. Il fait la connaissance d'une autre dame. La dame tombe amoureuse. Ils s'installent ensemble. Entre la dame et le monsieur, il y a une fille. La fillette de la dame qui a 5 ans. Elle confie sa fillette au monsieur parce qu'elle travaille, elle va tous les jours. Le monsieur, il fait de la fillette sa compagne, si je veux dire ça comme ça. C'est la sœur, voilà. C'est la sœur de la dame qui, chaque jour, elle dit, bon, je vais voir ma nièce, je vais lui rendre visite, je vais lui faire un coucou. Et chaque fois qu'elle arrive, elle se rend compte que la fillette sort de la chambre de sa maman. Bon, plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça attire son attention. Et elle demande à la fillette, qu'est-ce que tu fais toujours dans la chambre de maman? Et la petite lui dit, je suis là-bas parce que tonton me touche. Quand elle dit à sa maman se fâche et interdit à sa sœur de mettre les pieds chez elle. Un jour donc, le bourreau s'en va chez un de ses amis, il dépose son téléphone et celui-ci, peut-être on va dire un signe du destin, décide de fouiller le téléphone. Il retrouve dans les images des ébats entre le tonton et la fillette. Il lui dit de se dénoncer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. C'est plusieurs jours que l'ami se rend chez la compagne. Elle lui demande, tu n'es pas au courant? Est-ce que ton compagnon t'a dit quelque chose? Elle dit non, pas du tout. Ça fait des jours que je n'ai pas de nouvelles de lui. Il lui dévoile donc, il l'informe et bon. Triste histoire. Très triste. On va prendre le premier reportage, on va revenir parler éventuellement du silence, mais également des images de ces enfants qui pullulent la toile aujourd'hui, vraiment également en toute impunité, même pour dénoncer. Doit-on diffuser les images? On en parle après le premier reportage. Furie des populations, brutalité de la vindicte populaire. Presque dans un état d'exception, nous sommes au quartier Ngang et Djokmoa, dans l'arrondissement de Nkonsamba 2e, le 10 mars 2018. L'homme qui a failli être lynché, c'est lui, Joël Takwa, désormais ennemi public tel que présenté sur les réseaux sociaux. Son crime, l'irréparable. Il a abusé sexuellement de 2 enfants. Meopa Gloria, 7 mois, et Bianda Noela, 6 ans. Les fillettes ont rendu l'âme quelques heures après le viol. Comme c'est son frère, elle pouvait connaître quelque chose devait se passer parce que c'est son frère. Elle est laissée avec les enfants, elle l'a veillé. Et derrière, il a fait que pourquoi on ne sait pas. On a tué l'enfant, le sang sur l'enfant. Quand on a gelé l'enfant et l'autre de matin, l'autre est mort. Donc c'est lui qui sait ce qu'il a fait sur les enfants. Le nommé Joël Takwa est en réalité le cousin du père de cette maison. On lui a confié la garde des enfants, le temps de quelques heures. Ma grand-sœur rentrée la nuit, elle a vu le sang sur lui. Elle s'est dit que comme c'est un PD, elle ne connaît pas où il est parti, donc il a fait ces choses. Elle ne pouvait plus imaginer qu'il devait toucher les enfants. Elle n'a même pas pensé aux enfants parce qu'elle est rentrée, elle a vu les enfants. Les enfants étaient couchés. Les enfants étaient en train de dormir. Elle ne pouvait plus imaginer, mais elle a vu le sang sur lui. Elle aussi portait les enfants, mais elle est partie se coucher de son côté. Au réveil le matin, les enfants auront l'air bien portants. La fillette de 7 ans va faire la vaisselle et le présumé violeur va prendre congé de ses hôtes. Les enfants vont ensuite manifester des malaises et mourront l'une à la maison, l'autre à l'hôpital régional de Nkonsamba. L'homme sera rattrapé dans une église, puis interrogé par les membres de la famille. Certaines sources déclarent l'avoir entendu dire « Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, amenez-moi n'importe où ». Mais lorsqu'arrivera la police, il niera les faits, dit-on. Aujourd'hui, la famille réclame justice. On le libère, il vient enterrer les enfants qu'il a tués. On le libère, Qu'on le libère, il vient lui-même enterrer. Seul Dieu peut faire la justice. Et le corps est où maintenant? Ce procureur a scellé les corps. On n'a pas accès au corps. Moi-même, je suis arrivée, je n'ai pas vu. On n'arrive pas, on avait la carte. Vous dites que vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas vu ma fille, je suis avec ma grande soeur, moi, je suis à là. Il m'a appelé, moi, on n'arrive pas. C'est le corps. Cette dame est la maman de Noéla, 7 ans. Noéla
vivait chez sa sœur aînée. Pour le moment, les corps des enfants sont sous scellés pour des raisons d'enquête. Le bourreau, Joël Takwa, quant à lui, a été déféré à la prison principale de Nkonsamba. Nous apprenons des sources proches du dossier que des coups de fil venus de l'étranger demandent de taire l'affaire et de libérer le présumé violeur. Alors Sylvie Ekobe nous a rejoint sur ce plateau, juriste. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Bonsoir Clarence, bonsoir à tous. Bienvenue Sylvie. Alors ma très chère, on a suivi ensemble ce reportage. Ça me fait penser juste à une question. Est-ce que vous avez déjà, vous, reçu des cas d'affaires de pédophilie durant votre travail cette année 2018? Non, en 2018, non. En 2017? Voilà, en 2017, en 2016 aussi. Combien de cas à peu près? Un cas 2017 et puis un cas 2016. Alors, si on regarde proportionnellement à ce que Blanche nous dit, un cas en 2017, c'est quand même assez minime. Les gens n'arrivent pas à se plaindre ou ils ne savent pas quelle est la procédure à adopter. Non, je pense qu'en réalité, il y a un phénomène qu'on appelle la loi du silence en réalité, puisque ce sont des infractions, ce sont des délits qui sont pratiqués, qui sont le plus souvent commis au sein de la famille. Et l'on sait que généralement, quand les choses se passent au sein de la famille, il y a une loi qui, voilà, il y a un tabou qui est déjà tout autour de l'affaire. Les gens ont de la peine, éprouvent des difficultés à dénoncer le coupable, parce que le coupable, le plus souvent, c'est un membre de la famille, un frère, un cousin, un papa même, et puis les membres de la famille éprouvent vraiment des difficultés à dénoncer ces personnes. Il faudra dire que le fait, il y a deux constances en réalité. Le fait de ne pas dénoncer, premièrement, c'est parce qu'ils ont un lien de famille. Deuxièmement, le fait de ne pas dénoncer, c'est parce que les gens se disent qu'ils ne connaissent pas les peines privatives de liberté qui entourent donc ces infractions. Ils ne savent pas que si tu commets tel délit, voilà les peines que tu vas encourir. Ils ne savent pas qu'effectivement c'est d'abord un délit. Parce qu'en réalité, ce qu'on a constaté, c'est qu'à l'époque, les cas d'inceste, les cas de pédophilie, ce sont des cas qui étaient courants, récurrents. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui était vécu même avant. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est répandu parce que c'est médiatisé. Dès que quelque chose se passe au domicile, il y a les caméras, en fait, il y a on filme par téléphone et puis on envoie dans les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose qui se passait avant. On ne savait pas. Il y a eu plusieurs associations des femmes qu'on a eu à voir avant qui dénonçaient déjà ces cas d'inceste qui se passaient. Plus de 10 ans sur le terrain, par exemple. Qui se passaient au sein des familles, mais les gens ne prenaient pas en compte parce que ce n'était pas médiatisé. Mais maintenant, c'est facile que vous restez. Il ne peut pas se passer une semaine, 2 semaines sans qu'on ne voit des enfants qui ont été violés, comme c'est dans le cas, des enfants qui ont été maltraités, des enfants qu'on a peut-être essayé de venger. Mais quand on observe ce tableau, qu'est-ce qui change en réalité si les familles n'engagent pas les poursuites? Blanche, est-ce que les familles engagent quand même des poursuites aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, par exemple? Je ne dirais pas que ça a beaucoup changé, Clarence. Bon, c'est vrai que lorsque je me base sur les chiffres que nous recevons du tribunal de grande instance de Douala, en fait, ça va croissant, mais après, à un certain moment, ça redescend encore. Et parfois, on a l'impression que non, si les chiffres sont comme ça, c'est parce que ça a baissé. Mais tout au contraire, c'est parce que les gens ne dénoncent plus. Et comme elle a dit, la loi du silence. Donc, du coup, les gens se sont dit, moi je me rappelle, il y a un cas que nous avons reçu. Et arrivé au commissariat, en fait, le bourreau a supplié la grand-mère de l'enfant en lui disant que je te donne 70 000 francs pour réparer mes torts, vraiment, pardon, je suis déjà âgé, il faut qu'on me libère, il va aller mourir en prison. Alors la grand-mère était prête à prendre de l'argent et qu'on libère le bourreau. Je lui ai posé, pardon, excusez-moi, je lui ai posé la question de savoir si les 70 000 francs qu'il va donner va pouvoir réparer tout le préjudice qu'il a eu à causer à cette petite de 8 ans. Le préjudice médical, psychologique et bien encore. Psychologique. Il a fallu que je lui dise que si tu veux qu'il repart des dommages, va au tribunal, il paiera même encore plus cher si tu demandes là-bas. Et c'est ça qui l'avait motivé donc à continuer la procédure. Donc c'était une affaire de marchandisation finalement. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il y a des cas de viol, quand ça arrive dans des familles, ça devient en fait une valeur marchande. Dès que le bourreau vient donner
un peu d'argent, la famille se contente de ça et on décide de taire le problème. Donc, on a Chomgwe Chokodi qui nous écrit ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans notre société. Vivement, il faudra réprimer durement. Il faut aussi remarquer que ces prédateurs s'attaquent de plus en plus aux enfants. Alors, il y en a qui sont un peu plus durs. Nazarine Omba qui dit on doit les castrer, point. Le psychologue nous dira si c'est ça la solution. On a au Nanena Ballon qui pense exactement comme Nazarine. Pour lui, il faut couper les fléchettes de ses racailles avec... je ne vais pas continuer. Ndema Alex nous dit que l'histoire d'un Constamba est incroyable. Il n'arrive pas à comprendre comment ou concevoir comment un homme normalement constitué peut avoir un penchant sexuel envers des enfants, des mineurs, incapables de se défendre. Justement, et dans le cas d'espèce, le prédateur pédophile a drogué les enfants, et donc c'est bien grave, dit-il. On a Alexis Kené, on a eu une réponse à votre question, Alexis. Pourquoi font-ils des choses pareilles? Et Michel Camneau qui nous disait tout à l'heure que c'est une pathologie, ce sont des personnes qui sont malades, et il faut que ça se sache. Donc voilà quelques réactions sur notre page Facebook / dans le Saré. Oui. Oh oui, c'est vrai que ça nous laisse carrément. À un moment donné, on a envie de prendre la place de l'invité carrément. Alors, c'est un spécialiste, hein, Sylvie, font une certaine différence nette entre la pédophilie, on en parlait tout à l'heure, et l'inceste, vous l'aviez relevé tout à l'heure. Alors, c'est quoi exactement? Est-ce que l'un est plus puni que l'autre? Ou alors, quelle est la différence qu'on fait exactement En réalité, il n'y a pas de... En fait, il y a une légère différence parce que l'inceste est pratiqué par des membres de la famille. En réalité, le père, la mère, des personnes qui ont des liens de sang dans un certain degré. Maintenant, la pédophilie peut être pratiquée par tout le monde qui exerce des relations sexuelles par la violence sur un mineur peut-être de moins de 21 ans en réalité. Parce que il faudrait qu'on comprenne une chose. Le problème ici est celui de l'âge au consentement sexuel au Cameroun. Parce qu'il y a une amalgame qui est fait. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on dit qu'une fille de 15 ans peut se marier, un garçon de 18 ans, comme c'est le cas dans le Code civil, c'est ce que la loi prévoit, peut se marier, on a l'impression que lorsque quelqu'un... un homme peut-être de 45 ans entretient des rapports sexuels avec une fille de 15 ans, on se dit que c'est normal. Mais ce que le législateur camerounais a prévu, c'est que ces relations sexuelles doivent être faites dans le cadre du mariage pour la fille de 15 ans et celui qui a 18 ans. Donc, en dehors de ce cas, toute personne âgée qui entretiendrait des rapports sexuels avec une personne, même si elle a 15 ans, celui-là doit être pénalement responsable. Donc il faudra que les gens comprennent. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on dit qu'une fille de 15 ans peut se marier, ça veut dire que ça laisse la latitude à qui que ce soit de venir faire des assauts sur cette dernière. Non, le législateur a prévu un cadre qui permet de protéger même cette mineure parce qu'il s'agit en réalité d'un mineur. Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'inceste est doublement puni? Je veux dire, l'inceste, c'est d'abord l'inceste et puis ensuite il y a eu viol pour des cas de parents qui violent leur propre enfant. Comment ça se passe? Oui, et ce sont des cas qui sont récurrents. Il faudrait dire qu'il faut faire une nette différenciation entre l'inceste, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est généralement exercé par des membres de la famille qui ont un lien de sang, et puis la pédophilie qui est exercée par toute personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pédophilie dans le code pénal n'est pas transcrit en réalité. Il y a un vide juridique en ce qui concerne la pédophilie. Oui. Ce que nous faisons le plus souvent quand nous sommes confrontés à ce cas, c'est qu'on fait application de l'article 346 et 347 qui parle de atteinte à la pudeur, et on fait cette application pour pouvoir appliquer dans le cas d'espèce. Vous allez voir, dans le cas qu'on a présenté tout à l'heure, les avocats qui seront en charge de ce dossier ne vont pas se baser, ne vont pas prononcer, en fait, se fonder sur la pédophilie pour pouvoir poursuivre. Voilà, ils vont se fonder sur outrage à la pudeur, les articles que j'ai cités tout à l'heure, 346 et 347 du Code pénal. Mais maintenant, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas, ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y a pas une juridiction aux affaires familiales qui peut prendre, qui connaît déjà des cas de façon exclusive qui concernent les enfants. Parce que lorsque la juridiction peut être compétente pour connaître, que ce soit comme c'est le cas, que ce soit peut-être des délits commis par des personnes adultes ou bien ce soit les délits commis par des personnes mineures, moi j'ai l'impression que
il n'y a pas de spécificité. Parce que celui qui est à même, s'il y avait une spécificité, c'est-à-dire un juge qui devait connaître exclusivement des infractions, des délits qui sont commis qui sont commis sur des mineurs, moi j'ai l'impression qu'il devait être à même de protéger plus les mineurs, parce que ça devait être son domaine de définition, il devait être plus concentré sur cela que de faire plusieurs choses à la fois, l'ensemble à la fois. C'est ça. Alors, tout à l'heure, on relevait, je crois que c'est Blanche Michel Camneau qui relevait le cas des parents qui ne prêtent pas véritablement une oreille attentive à la conscientisation ou alors à la sensibilisation. Alors, est-ce que les parents, c'est plutôt les parents qui sont malades? Parce que des enfants, on les éduque dans des établissements, finalement, lorsqu'ils deviennent des adultes, ce sont les mêmes qui ne veulent plus rien entendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, les parents, je ne dirais pas que les parents sont malades. En fait, j'ai évoqué un phénomène tout à l'heure. Nous avons une société qui va à une vitesse exponentielle. Et les mœurs, les us et coutumes des différentes tribus qui constituent notre communauté ne suivent pas le rythme de l'accélération de la société industrielle. Et on se retrouve donc devant des cas de promiscuité où on ne sait plus comment interagir dans telle ou telle situation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comme on ne sait pas comment agir dans telle ou telle situation, les parents restent donc dans une certaine léthargie, le temps de réfléchir et de trouver une solution. Entre-temps, le mal s'empire malheureusement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous avons d'autres réactions. Fiston Fils qui dit pourquoi dans certaines de nos familles, les pères pédophiles sont les plus protégés par leurs épouses. Elles nous répondent tout simplement dans des enquêtes. Je suppose que Fiston Fils a réalisé des enquêtes. Ce sont nos affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Blanche, est-ce que c'est déjà arrivé d'entendre ce genre de réaction? Non, malheureusement, je n'ai pas encore entendu. Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je n'ai pas encore entendu. Oui, heureusement pour moi aussi. Pour moi, parce que si j'ai la personne en face de moi qui me dit ça, je pense qu'elle ne va pas pouvoir me retenir. Oui, je ne vais pas pouvoir me retenir parce qu'une maman qui dit ça pour son enfant, je comprends que c'est la plupart des femmes qui sont dans la maison où le mari offre les VX, elle est dans un duplex et autres. Donc, du coup, elle n'a pas envie de perdre ce prestige-là et elle est obligée de sacrifier l'enfant. Elle sait en fait que c'est le prix à payer pour garder le prestige qu'elle a en ce moment. Donc, du coup, elle est obligée de sacrifier son enfant. Alors, on a des téléspectateurs qui nous disent que ces gens doivent être castrés. Est-ce que c'est ça la solution? Bon, je ne pense pas que ce soit la solution. On est un état de droit. Le Cameroun, c'est un état de droit. Jusqu'à preuve de contraire, il faut appliquer le droit. Il faut que les personnes qui sont dénoncées soient jugées dans un tribunal contradictoire et punies selon ce que la loi dit. Vous savez, on ne peut pas légalement, on ne peut pas justifier la vindicte populaire, même si on comprend ce qui anime ces gens au moment où ils veulent appliquer leur vindicte populaire. La justice populaire, on ne peut pas l'approuver, on est un état de droit. Ouais, mais vous voyez, si certains violeurs ne sont pas punis, c'est-à-dire si on les arrête et que pour X ou Y raison, ils se retrouvent encore dans la rue, on peut comprendre donc que les populations, quand ils sont devant ce genre de cas, n'attendent pas forcément la justice, n'est-ce pas? Ils veulent appliquer leur propre justice. Donc je ne pense pas qu'il faille castrer ces personnes. Mais là, on a quand même pour le cas de Nkonsamba, d'après ce qu'on a reçu comme information, qu'il y a eu des coups de fil de haute personnalité, entre guillemets. Maintenant, reste à savoir si c'est vrai ou pas. Il y a quand même eu ça. Prenons le cas où c'est vrai. Dans tous les pays... Après, je poserai la question à Blanche. Oui, allons-y. Alors, prenons le cas où c'est vrai. Hein. Dans tous les pays du monde, il y a, quand il y a des affaires de justice, il y a des interventions qui arrivent. Mais in fine, c'est le juge qui prend sa décision. Et le juge a toujours cette liberté de prendre sa décision. Ce n'est pas parce qu'il a reçu 20 coups de fil qu'il va forcément pencher sur ce qu'on lui demande au coup de fil. Mais il y a toujours des interventions. D'accord. Oui, avant qu'on ne prenne le troisième reportage qui va arriver, enfin, c'était celui qui était censé être le troisième qui sera en deuxième lieu. Blanche, donc finalement. Et en fait, généralement, la justice est souvent... c'est vrai qu'elle dépend de la conscience de chaque magistrat. Et particulièrement dans cette affaire de Nkonsamba, je fais confiance en la justice. Parce que je me dis, avec des cas aussi graves où les enfants sont décédés,
et qu'il s'avère que le monsieur est véritablement coupable, puisqu'on a dit jusqu'ici, il est présumé coupable, la justice fera entièrement son travail. Vous savez, aujourd'hui, les magistrats, de plus en plus, eux-mêmes, ils prennent conscience du fait que l'affaire des violences sur les enfants, c'est déjà très grave. Moi, il y a des magistrats qui me disent, moi j'attends le genre de dossier, je donne 15 ans et tu... Charles Rius nous dit que c'est un réel traumatisme aujourd'hui. Lui, parent, ne peut rester insensible à de telles informations. Il y a ça, il y a les images d'enlèvement d'enfants qu'on voit sur les réseaux sociaux. Chercher le visage du pédophile revient à scanner le visage de toutes les personnes qui nous entourent. Or, c'est vraiment impossible que Dieu nous protège, qu'il protège nos enfants. Parlant d'images, Sylvie, on a toutes ces images atroces qui défilent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ces enfants, par exemple, on a vu leur visage défiler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites à ces familles ou à ces parents? Je pense que c'est une, je vais dire quoi, je ne sais pas s'il y avait des déformations professionnelles ou bien un manque de professionnalisme en réalité, parce que il y a une infraction qui est qualifiée d'atteinte à l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en route et puis peut-être je ne veux pas être filmé et puis les reporters, le caméraman de Canal ou d'une autre chaîne me filment en passant sans mon consentement, je peux les poursuivre. Et encore pire, s'il s'agit peut-être des mineurs, parce qu'en réalité, la loi protège sévèrement les mineurs et condamne sévèrement les auteurs de ce type d'infraction. Il faut protéger l'intégrité physique, l'intégrité morale. Que le mal est désormais installé chez nous. Quand j'ai découvert que l'enfant était sodomisé, je ne voulais pas, je voulais vraiment pas, je n'ai pas voulu accepter. Je crois que j'hallucinais. Pour un parent, découvrir que son enfant a été abusé sexuellement, cela vous plonge dans une rage folle. Vous n'avez plus qu'un vœu, que le coupable soit puni. Après avoir conduit l'enfant dans un centre hospitalier le plus proche, le constat a été fait par le centre hospitalier. J'ai été entendu, l'enfant également, l'une des grandes sœurs de l'enfant. Le violeur a été maintenu là, je crois, pendant 2 semaines en cellule. Puis il a été transféré et la procédure a suivi son cours. Le jugement a été rendu. Il a écopé une dizaine d'années d'emprisonnement. Et si ce papa a fini par obtenir justice, cette maman, elle, a dû faire face à quelques obstacles. Il a nié les faits. Les témoins n'ont pas voulu se prononcer. Il y a eu certaines personnes qui m'ont approché, me disant de ne plus laisser l'enfant à la garde d'une autre personne. Du côté légal, la procédure passe par des preuves, des témoignages, ainsi qu'un certificat médical. Avant d'arriver d'abord aux actions, il faut déjà situer ce que c'est que la pédophilie. Parce que ce mot-là, pédophilie, n'existe pas dans le code pénal. C'est vrai que nous savons que c'est l'attitude d'un adulte qui a des rapports sexuels avec un enfant de moins de 15 ans. Dans le code pénal, nous avons différentes infractions qui punissent ce genre d'attitude. Donc, quand un enfant est victime de pédophilie, pour que vous puissiez sanctionner la personne qui a commis cet acte, il faut d'abord amener l'enfant vers la personne qui va recueillir les preuves. Et c'est généralement un médecin. Il faut un médecin. Il faut également que vous puissiez avoir des témoins. Parce que quand l'enfant va dire que c'est elle, il faut qu'on puisse relier cette infraction à cette personne pour que la personne soit punie. C'est vrai qu'ici, nous n'avons pas encore la culture de l'ADN. Mais quand l'infraction vient de se commettre, par exemple le viol ou la sodomie, il y a la sémence. Quand vous enlevez l'enfant, vous enlevez la semence. Or, quand vous amenez l'enfant vers un médecin, on recueille ça et on peut donc faire un profil ADN. Dans les pays où il y a l'ADN, on sort un profil ADN de la personne qui a commis l'infraction et à ce moment-là, vous avez une preuve réfutable pour pouvoir lier l'infraction à cette personne. Surtout ne pas négliger cet un détail important. Il faut également que le certificat médical soit détaillé, qu'il puisse ressortir tous les traumatismes et toutes les blessures qu'a eu l'enfant. Maintenant, le certificat médical dit que l'enfant a subi une infraction, l'enfant a subi des violences. Comment ferez-vous pour relier ces violences à la personne qui est en train de vous indexer? Il
faut maintenant pouvoir confondre la personne. Si la personne n'avoue pas, il faut avoir des témoins et avoir une situation où vous pourriez relier cette infraction à la personne que l'enfant est en train d'indexer. Bon nombre de dossiers n'aboutissent pas parce que ici, chez nous, nous avons encore la culture du silence. Parfois, les infractions sont découvertes longtemps après le fait. L'enfant vous dit, c'est tonton tel. Alors, comment est-ce que vous allez relier cela à tonton tel si vous n'avez pas d'autres témoins, si on ne l'a pas attrapé en flagrant délit? Quand il n'a pas été attrapé en flagrant délit et qu'il n'y a pas de preuves, vous avez beau porter plainte, vous pouvez saisir la justice. La justice ne peut pas condamner quelqu'un à qui on ne peut pas imputer un fait. Notons qu'en cas d'agression sexuelle entre mineurs, la procédure est tout autre. Quand le mineur a moins de 14 ans, il est pénalement irresponsable. On ne peut pas le poursuivre pénalement. Maintenant, quand il a entre 14 ans et 16 ans, on ne peut lui donner les peines, comment je peux dire ça, les peines pour aller dans des établissements où on peut le redresser. Et ici à Douala, je pense qu'on n'a que le centre de Bipanda. Maintenant, quand il a 16 ans résolu, il est pénalement responsable. On peut le condamner, mais avec l'excuse de minorité. C'est-à-dire qu'on ne va pas le condamner comme une personne adulte. Il est mineur et on va tenir compte de son âge. Mineur ou adulte, la pédophilie est un délit punissable par la loi. Il convient donc de maîtriser l'attitude à adopter le cas échéant pour espérer obtenir réparation. Notre page Facebook /dans le Saré, Wad Mankan nous dit que l'émission de ce soir est une catastrophe. Et en plus, il rajoute que c'est une catastrophe et c'est une émission médiocre. Donc, je lis ce qu'il a écrit. Alors, médiocrité de votre émission, ayant au moins une pensée pour les victimes de cet acte ignoble avant de poursuivre ce massacre. Je ne sais pas trop de quoi il parle. Alors, est-ce qu'on devrait accepter la vindicte populaire? Je pense que lui, il est beaucoup plus pour la vindicte populaire parce que on a également une téléspectatrice, Patience Nema, qui nous dit que c'est dommage que parfois même nos autorités soient complices, mais vraiment, il est temps que la population, dit-elle, elle-même se fasse justice face aux actes de pédophilie et d'enlèvement. Sylvie, la juriste, puisqu'on a demandé de poser la question à la juriste. Le problème avec la justice populaire, en réalité, c'est qu'on peut confondre l'auteur de l'infraction ou bien du délit à une personne qui est complètement innocente. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un peu de difficulté avec le cas qui s'est passé en Consamba. C'est vrai que je ne suis pas criminologue, mais on devrait, si nous étions dans un autre état, ce qu'on devrait faire, si peut-être il n'y avait pas le présumé sang qu'on a dit qu'on a trouvé sur ses vêtements et tout, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devait faire un prélèvement puisque certainement il a eu à laisser peut-être le liquide inséminal sur les enfants. C'est la première des choses qu'on devait d'abord faire pour pouvoir relier effectivement son liquide inséminal, je vais dire son ADN, avec relier son ADN avec celui qu'on a trouvé sur les enfants. Et puis on devait essayer de faire la même chose, essayer de faire peut-être un prélèvement sur tous les hommes, avec les jeunes hommes qui sont aux alentours, parce que le plus souvent on peut porter une accusation sur telle personne tant qu'il est complètement innocent, parce qu'il y a la clameur publique, on te désigne comme le coupable. Le coupable. On a vu plein de cas où des personnes ont perdu leur vie juste parce qu'il y a une personne qui était jaloux, bien il avait des problèmes avec telle personne, et puis la personne a commencé à clamer haut et fort qu'il est voleur et tout, et puis on l'a lynché. Donc moi je dis qu'il y a un problème à ce niveau. Deuxièmement, le monsieur en réalité, si on ne faisait pas le prélèvement du liquide inséminal, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'il y a eu les empreintes digitales. Ça veut dire qu'il a eu à tripoter ses enfants. Ça veut dire quelque part, il devait encore avoir le reste de ses empreintes digitales sur les enfants, sur les parties peut-être intimes des enfants. Voilà autant de choses qu'au Cameroun, chez nous, on a encore un peu du mal parce qu'il y a des lacunes à ce niveau. Si on était ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ça fait peut-être une semaine, 2 semaines, c'est que nous sommes déjà au fait, en réalité, du véritable auteur, parce qu'on peut l'accuser, et pourtant qu'en réalité, il n'est pas le véritable coupable. Le véritable coupable est là quelque part, il se cache et peut-être il sourit parce qu'il se dit que bon, il est sorti de là les pattes blanches et puis on a arrêté une autre personne. Donc pour moi c'est ça le problème quand on parle de justice populaire. La justice populaire, le plus souvent on incrimine des personnes qui sont innocentes. Alors je pense que la majorité des réactions que nous avons dans notre émission ce soir indiquent la vindicte populaire. On a Blaise Zoukou qui nous dit que ces pédophiles ne sont pas malades.
ils le précisent, ils sont bien normaux. La seule solution est de couper leur arme de crime, ça limitera les crimes. Donc je pense que tout le monde, enfin la majorité penche pour la vindicte populaire, on se demande pourquoi quand même. Oui. Je sais pas, c'est symptomatique de quelque chose. Nul n'a le droit de se faire justice, et nul n'a le droit de se faire justice. Aujourd'hui on a dit, tout à l'heure sur ce plateau, nous devons faire confiance à notre justice. Et je pense que dans ce reportage, nous avons suivi le témoignage de ce papa qui a dit le bourreau de son fils a écopé de 10 ans de prison. Et des cas comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Nul n'a le droit de se faire justice. Alors, la vindicte populaire, voilà, je vais m'adresser à Sylvie, n'est-ce pas aussi l'expression d'un ras-le-bol? Parce qu'à un moment donné, quand même, effectivement, c'est vrai, on parle d'un pays de droit, du Cameroun qui est un pays de droit, mais pourquoi justement enregistrer autant de cas de vindicte populaire? Je pense que les gens il y a une crise de confiance en ce qui concerne notre juridiction, notre système judiciaire. En réalité, les gens ont perdu la confiance en notre système judiciaire. Mais je dis, c'est à tort. Parce qu'en réalité, quand l'on connaît le mécanisme du déclenchement de la procédure, des enquêtes qui doivent être établies, de l'information judiciaire et puis tout ça pour pouvoir maintenant établir qu'effectivement cette personne est effectivement l'auteur, le coupable de l'infraction. Je pense que les gens ne connaissent pas tout ce processus. Ce n'est pas parce que je vais venir et puis je vais dire que Clarence, elle a exercé peut-être un acte de pédophilie sur mon enfant que directement Clarence va être coupable. Non, elle reste présumée coupable. Présumée, ça veut dire que quoi? Lorsqu'on dit présumée, ça veut dire qu'on sous-entend que quelque part, elle est peut-être innocente, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on cherche des éléments, c'est nous plutôt qui devons chercher des éléments pour pouvoir renforcer sa culpabilité. Ce n'est pas elle de chercher les éléments pour se défendre, c'est nous qui devons chercher des éléments pour pouvoir renforcer sa culpabilité. Ce qui fait que si j'arrive devant une juridiction et que je n'ai pas tous ces éléments, puisqu'en matière de droit, je l'ai toujours dit, il s'agit de la preuve, il faut apporter la preuve. On ne s'arrête pas sur des allégations. Si toutefois, on ne vous a pas attrapé en flagrant délit, parce qu'il y a aussi ce cas, si je vous attrape en flagrant délit sur mon fils, sur ma fille, là c'est autre chose. Mais si j'ai juste présumé que vous êtes le violeur, le pédophile, vous avez commis peut-être un inceste sur ma fille, il faut que j'apporte des éléments de preuve. Le problème, c'est que lorsque les gens n'apportent pas donc ces éléments de preuve, on laisse aux enquêteurs le temps de faire donc toutes ces recherches. Lorsque les enquêteurs estiment que les éléments qu'on a apportés ne sont pas suffisants pour pouvoir retenir la culpabilité d'une personne, on trouve que cette personne va être relaxée, va être libérée, et demain ou après-demain, les profanes vont se dire que celui-là a peut-être monnayé, quoi que ce soit. Pourtant, en réalité, le processus, le carnaval pour pouvoir l'incriminer a été respecté, mais on n'a pas retenu à la suite de cela, voilà, assez d'éléments pour pouvoir l'incriminer. Mathieu, le troisième reportage. Plutôt ce qui devait constituer le deuxième, je suppose. Tout à fait. Voilà, les images ont fait donc le tour des réseaux sociaux, c'est clair, qui ne les a pas regardés au Cameroun et même ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? C'était la stupeur après donc ce double abus sexuel sur mineurs que nous allons regarder. L'alerte est venue d'ici. La température d'un Konsamba manifestait une grande fébrilité. Des parents inconsolables, les populations en colère, c'est donc la triste émotion qui a coloré l'atmosphère au petit matin de ce 10 mars 2018 au quartier Edjokmoa, dans le 2e arrondissement d'un Konsamba, où les enfants Myopa Gloria 7 mois et Bianda Noëlla 6 ans ont rendu l'âme ce 10 mars 2018. La publication qui annonce l'événement tragique est du journaliste Apollinaire Kameni. J'étais très choqué au regard des parents qui étaient inconsolables, des foules qui exprimaient leur colère à l'égard de l'acte qui venait d'être posé par ce présumé violeur. Alors j'étais tellement choqué que je me suis mis à la place de ses parents et j'ai dit je ne pouvais pas laisser cette occasion passer. Il fallait que le monde entier le sache. Cette publication de 2502 partages entre le 10 et le 19 mars 2018 a reçu divers types de commentaires. C'est vrai que la sorcellerie existe. Seigneur, donne le cœur et le courage à cette pauvre maman. Ou encore des émoticônes de larmes. Or, les photos que l'on a de Joël Takwa, le présumé violeur, laissent voir un jeune homme beau qui a un attrait pour la mode, ce qui ne laisse transparaître un côté prédateur des mineurs. À ce que je sache, Joël était un garçon très sympa.
très humble. Moi, je ne pouvais pas imaginer cet acte de lui, vraiment. On avait toujours dit, il est vraiment toujours couru dans le quartier, qu'il est pédé, mais moi, je n'avais jamais accepté ça dans la tête, vu sa façon de faire avec nous, parce qu'on est sur place. Donc, vraiment, c'était au-dessus de mon entendement. Joël était pour moi comme un frère, mon compagnon, parce que nous marchons souvent ensemble. Malgré le temps où j'ai eu à avoir mon enfant, on marchait souvent ensemble. Et tout, ce que je peux dire, c'est que Joël est serviable avec toute personne, que ce soit les mamans, que ce soit les papas, dans ce quartier, les amis. Il est quelqu'un de bien. Le bar Couloir des Stars au quartier Mont et Sec, dont il était propriétaire, reste fermé. Le drame de Nkonsamba est objet de stupéfaction. Joël d'ailleurs est très attaché aux enfants. Très attaché aux enfants parce que il était très régulier à mon fils. Si vous me disiez un jour que je parlais avec mon fils pour se balader et revenir après, je ne pouvais pas avoir une arrière-pensée. Parce qu'il était constamment avec mon fils, tout ce qu'il fait, il donne pour mon fils, tout ça, il donne pour mon fils. Donc vraiment, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait aussi faire cela à mon enfant un jour. Je ne sais pas, il a été envoûté ou bien c'est le diable qui l'a conduit, je ne sais pas trop vraiment. La ville de Nkonsamba reste dans les mois. Les populations veulent savoir quelle suite est réservée à l'affaire des fillettes Gloria et Noëlla. Les commentaires vont dans tous les sens. Certains disaient il y a quelques jours, on a relâché le présumé. D'autres disaient, il est encore en détention. Ce qui nous a poussé d'aller à la source et savoir que ce présumé violeur a passé sa première nuit à la prison de Nkonsamba. C'était le 16 mars. Les populations veulent qu'on ouvre le procès de ce dernier, qu'on rende ce procès public pour qu'on écoute réellement ce qui s'est passé, car chacun veut savoir la source même de cet acte et chacun voudrait que justice soit faite. Sur les réseaux sociaux, certains parlent d'un coup monté à l'endroit du présumé violeur. La famille de Joël Takwa, tout comme les populations de Nkonsamba, attendent l'ouverture du procès. Les dernières minutes de cette émission et Blanche qui nous dit que le juge d'instruction de cette affaire a chaud. On en reparle, il nous reste juste quelques secondes dans cette émission. Patrick Roland Libam nous dit qu'il voit plutôt un côté spirituel dans les cas de pédophilie qu'on vit en ce moment, car c'est un acte bien réfléchi au départ, dit-il. Un malade mental a-t-il assez de temps pour monter ce genre de coup? Donc, on revient dessus. Et puis, les autres réactions, on nous parle encore de vindicte populaire, hein, Blanche, Michel ou même encore Sylvie. Et donc, je commence par la première réaction qui nous dit, bonsoir, vraiment, quand le maître dit qu'elle aime la justice, qu'elle n'aime pas la justice populaire, imaginez-vous que vous soyez dans ce genre de situation. Est-ce que vous allez attendre la police? Je résume. On a Carlos Dioken qui nous dit également que il est un enseignant du CM2 et son élève est victime d'actes de pédophilie depuis des années de la part de son tuteur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais répondre d'abord à la première question. Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Là, à chaque fois, on a 30 secondes. Je pense qu'en réalité, tout le monde qui se trouverait devant une telle situation, c'est l'émotion qui va prendre le dessus. Mais maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision vienne effectivement attester de votre culpabilité. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, le deuxième cas. L'enseignant du CM2, Carlos Dioken. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des prescriptions. Maintenant, la prescription va de 10 ans dès la connaissance de l'élève. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il demande vraiment ce qu'il doit faire là maintenant. Il a un élève ou une élève qui est victime d'abus sexuels depuis plusieurs années. Il l'a constaté et il le dit ici. Qu'est-ce qu'il doit faire lui? Alors c'est très simple. Voici que les actions se passent de cette façon. Premièrement, soit par une plainte
qui est déposée soit auprès d'un officier de police judiciaire, soit auprès d'une unité de gendarmerie. Deuxièmement, soit par écrit, par une plainte, que ce soit orale ou elle soit écrite, ou bien par signalement. Ça veut dire que lui qui a connaissance, même si ce n'est pas la victime elle-même, lui qui a connaissance de ce fait, il peut aller devant les unités que j'ai dit pour pouvoir dénoncer le coupable. Donc ce n'est pas exclusivement la personne qui est victime de ce fait qui est habilitée à dénoncer. La personne qui a connaissance de cette infraction, qui a connaissance de ce délit, peut aller à la place au nom de la victime pour aller dénoncer. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque, parce qu'il faudra faire partie, il faudra décrire la procédure. Lorsque on a eu l'officier de police judiciaire ou bien l'unité de gendarmerie reçoivent donc des cas de plainte, ils vont traiter, ils vont envoyer devant le procureur qui va instruire l'affaire et tout. Maintenant, ce que je voudrais revenir, c'est au niveau maintenant des peines. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'on a vu des cas, des personnes qu'on a amenées, et puis ces personnes disent après que la personne, l'enfant, était consentant. On revient encore sur le consentement, parce qu'il y a des personnes qui ont voulu se déculpabiliser en disant que l'enfant de 5 ans, l'enfant de 2 ans, l'enfant de 3 ans était consentant. On a vu des cas. Donc je reviens donc pour faire comprendre que le consentement n'est pas pris en compte. Le code pénal est très clair à ce niveau. Lorsque une personne qui est adulte a des entretiens ou bien a des relations intimes avec une personne qui est mineure, peu importe, on ne regarde même pas, on ne s'intéresse pas, peu importe le consentement ou pas, ce dernier est coupable. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin et disent que non, le mineur a été consentant. Ça n'a rien à voir. On a Corinne Tifo également qui dit, vous parlez en tant que spécialiste, j'aimerais avoir votre avis en tant que maman dont l'enfant a été victime de violences sexuelles. Donc je pense qu'on revient sur les mêmes réactions. Ma très chère, pour terminer. Oui, des personnes qui inspirent confiance, Michel Camneau, c'est ainsi qu'on présente la plupart des auteurs des abus sexuels sur mineurs. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? L'une des choses qu'il faut faire, c'est que les parents immédiats, les voisins doivent être regardants. Il faut connaître son enfant. Quand l'enfant commence à adopter des attitudes, peut-être de peur, de fugue, tout ça, il faut remarquer comment vit l'enfant. Il faut vraiment avoir une certaine intimité avec l'enfant. Donc quand il y a des signes annonciateurs, il faut déclencher une alerte. Il faut être plus curieux, mener une petite enquête pour savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est que comme ça qu'on peut, dans certains cas, sauver certains enfants. Sauver des enfants, Blanche, parce que vous travaillez avec des enfants et la plupart du temps, lorsqu'on dit à un enfant, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, la personne âgée, même à son propre parent, l'enfant n'arrive pas à dire souvent ce qui se passe. Alors, quelle est la meilleure méthode souvent? Comme il a dit, les parents doivent être proches de leurs enfants. Il faut qu'il y ait une certaine intimité, une certaine amitié entre les parents et les enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, les parents sont de plus en plus absents parce qu'on cherche le gain. Et le gain va servir à quoi? Acheter les PlayStation aux enfants et tout. Or, les enfants n'ont pas forcément besoin de ça. Ils ont plus besoin de la présence de leurs parents, de leur rassurer, de leur affection. Ça fait en sorte que si l'enfant a un problème, le parent le constate. Le parent, il rentre le soir, l'enfant dort déjà. Le matin à 6 h, c'est pas chance si le parent peut déposer l'enfant à l'école. À longueur de journée, il n'est pas là. Donc, alors, le temps du dialogue avec les enfants, il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment dialoguer. Il faut apprendre à bien connaître ses enfants. Donc, et apprendre à bien connaître ses enfants, mais également beaucoup discuter avec les enfants. Le dialogue, c'est la clé de tout. La clé de tout. Et vraiment écouter ces enfants-là quand ils vous disent que j'ai un bobo au pipi ou bien je ne sais pas comment ça se dit. Prendre en compte la parole de l'enfant. Si l'enfant vous dit, mon papa m'a fait telle personne m'a fait telle, prendre en compte la parole de l'enfant. Même si ce n'est pas vrai pour ce que l'enfant dit, prendre d'abord en compte, rassurer l'enfant avant de vérifier maintenant si l'information est vraie. Parce qu'il faut toujours ça. Parfois, bon, on parlait du revers de la main, ce que l'enfant dit, et puis après l'enfant va continuer à vivre cette sévice-là. Alors Michel, on termine par ça. Le visage du pédophile, ça peut être monsieur n'importe qui. Il peut être quelqu'un d'extrêmement gentil, tout comme il peut être quelqu'un d'extrêmement méchant. Oui. On ne sait pas exactement qui c'est. Et on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de profil type, n'est-ce pas, de violeur.
Vraiment, la seule chose qui est recommandée ici, c'est la vigilance des parents, comme on vient de le dire, que les parents apprennent à dialoguer avec les enfants, qui créent réellement cette intimité entre eux. Vous savez, il y a de plus en plus aussi, à cause de la grande société de consommation, il y a de plus en plus la délinquance sénile. Et les parents eux-mêmes qui sont des délinquants, et finalement, qu'est-ce qu'on attend comme éducation qu'ils peuvent inculquer à leurs enfants? Pas grand-chose en tout cas. Donc, du coup, il faut que les parents eux-mêmes se rééduquent un peu. Et donc, pour terminer, Sylvie, oui, je pense des que actions sont possibles le sexe aussi d'être ne devrait plus être tabou dans les familles. Je pense qu'il faudra un dialogue franc et ouvert avec les enfants. Et puis aussi, faire comprendre qu'il y a des actions qui sont menées, les juridictions sont là, les avocats sont là, les juristes sont là. Lorsque vous avez connaissance ou bien lorsque vous êtes victime d'une pédophilie, en fait, vous êtes victime de pédophilie, je pense qu'il faut se diriger soit devant une unité de gendarmerie, une unité de police, ou bien si vous avez peut-être la crainte, vous vous faites assister par un avocat, un conseil ou qui que ce soit pour pouvoir vous soutenir.